Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 35e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 courtes nouvelles de Jean-Louis Hermine. Né en Lorraine, résidant désormais à Coursac, en Dordogne, Jean-Louis Hermine est chercheur scientifique et consultant. Mais il est aussi auteur de romans et de nouvelles fantastiques et de science-fiction. Celles que je vais lire aujourd'hui sont extraites de son recueil « Chroniques d'outre-part » publié en octobre 2025. Bonne écoute. L'œuf. Ce fut Jeannot qui découvrit l'œuf. Il jouait aux billes avec Petit Pierre et Jean-Paul pendant l'interclasse. Une bille lancée trop fort s'était égarée dans le parterre de fleurs bordant le gazon qui entourait la cour de récréation. Jeannot se précipita, soulevant les feuilles, écartant les plantes, bien plus soucieux de récupérer son bien que d'épargner les chétifs végétaux. C'est dans une touffe de soucis, d'un jaune orangé éclatant, qu'il fit sa découverte. Il se trompa d'abord sur la nature de l'objet. Les couleurs vives, agréablement mêlées, dont le soleil augmentait encore l'éclat, l'abusèrent. Il crut, le cœur battant, avoir trouvé une de ces billes de verre de taille imposante, remplies par un procédé mystérieux d'ondulation aux couleurs chatoyantes, qu'il utilisait, quand il avait le bonheur d'en posséder, à un rôle toujours spécifique, dont l'importance était dictée par la rareté. Un camarade inconnu l'aurait égaré là. Il déchanta rapidement car la taille de l'objet était trop importante. De plus, sa forme ovalisée ne pouvait pas la faire entrer dans la catégorie des billes, même de luxe. Intrigué, il écarta un peu plus le plan de soucis pour mieux observer. Cela ressemblait à un œuf. Mais ça ne pouvait pas en être un, car tous les œufs qu'il avait vus jusque-là, s'ils présentaient la même forme, en plus ou moins grand, n'avaient qu'une teinte terne, passée, seulement agrémentée parfois d'un piquetage à peine plus prononcé. Celui-là était haut en couleur. Sur sa surface lisse se mêlaient les teintes les plus vives dans un tourbillonnement harmonieux. Il en émanait une beauté éclatante, dont la virtuosité naturelle forçait l'admiration. Fasciné, Jeannot tendit sa main et le prit précautionneusement. L'œuf était lourd et pesait dans la paume, qui l'occupait presque entièrement. Avec un peu d'appréhension, il le secoua. Il ressentit une sorte de vibration, lui indiquant que l'œuf était plein. Il se leva et, mettant son autre main en cloche par-dessus l'œuf pour le protéger, il alla montrer sa découverte à Petit Pierre et Jean-Paul. Les garçons restèrent bouche bée. « Que c'est chouette !» s'exclama Petit Pierre. « Mais qu'est-ce que c'est ?»« C'est un œuf, tu vois bien. »« Ça va pas, non ? Un œuf, ça n'a jamais eu toutes ces couleurs. »« Peut-être que quelqu'un l'a peint. »« Sûrement pas. Si c'était de la peinture, ça se verrait. On voit bien que les couleurs font partie de la coquille. »« Et dis donc, vous en connaissez des oiseaux qui pondent des œufs comme ça ? » ?»« Moi, j'en ai jamais entendu parler. »« Moi non plus. Mais de toute façon, il n'y a pas que les oiseaux qui pondent des œufs. »« Ah bon ? Et qui alors ? » ?»« Les poissons, par exemple. »« Ouais. Mais tu l'as trouvé sur l'herbe. Il n'y a pas d'eau à 1 kilomètre à la ronde. »« Et puis, si c'était un animal, on l'aurait vu quand même. »« Et s'il l'a pondu la nuit ? » ?»« Mais il faut qu'il le couve, qu'il le surveille. Les animaux, ça protège toujours ses petits. »« Pourquoi ? Tu crois qu'il y a un petit dedans ? » ?»« Bien sûr. Tous les œufs sont faits comme ça. »« Et ceux qu'on mange alors ? » ?»« Eh bien, on mange les petits avant qu'ils soient formés. »« Moi, je crois qu'il est formé, le petit là-dedans. Tu as vu comme ça pèse lourd ? » ?»« Et si on cassait la coquille pour voir ? » ?»« Tu es fou ! On ne sait jamais. Et puis, ce serait dommage. »« J'aimerais quand même bien savoir quelle tête il a, ce bébé. »« Et si c'était pas un animal qui l'a fait, cet œuf ? » »« Quoi ? » »« Ben oui, on n'a jamais vu un truc comme ça.
Ça se saurait sinon. Il faudrait demander au maître pour être sûr. Surtout pas. Il nous le confisquerait et on ne le reverrait plus jamais. Moi, je te dis que c'est pas un animal qui a pondu ça. Qui alors? La conversation resta en suspens tout à coup. Les trois gamins contemplèrent la merveille avec des yeux remplis d'interrogations admiratives. Quel était cet œuf incroyable déposé dans la cour de l'école? Et pourquoi? C'était comme un morceau de rêve parachuté brusquement dans leur réalité, avec ses charges de chimères et d'émotions, mais pourtant bien tangibles. Œuvre d'une subtile beauté, troublante de mystère que contemplaient trois gosses, fascinés par ses chatoiements féeriques et désorientés par son origine énigmatique. Si ça se trouve, c'est une fée qui l'a déposé là. Mais non, les fées, ça n'existe pas, c'est bon pour les petits. Alors moi je sais. Ah bon? C'est quoi? C'est un martien qui l'a fait. Ah, elle est bien bonne celle-là. Et pourquoi? Moi j'y crois en martiens. D'abord on a des preuves qu'ils existent. Ouais, mais ils pondent pas d'œufs. C'est pas des oiseaux. Et pourquoi ils pondraient pas d'œufs? Et puis on t'a dit qu'il n'y avait pas que les oiseaux. Les martiens, il paraît que c'est des humains comme nous, mais qu'ils sont plus petits et qu'ils sont tout verts. Et puis, même s'ils sont petits et verts, c'est pas pour ça qu'ils ne naissent pas dans des œufs. Et nous alors, on n'est pas nés dans des œufs? Mais on n'est pas des martiens. Et si c'était un œuf de martien, pourquoi il serait ici, dans la cour de l'école? J'en sais rien, moi. Les parents l'ont peut-être oublié. Ils sont venus ici pour explorer la nuit et l'œuf est tombé de leur soucoupe. Ou alors, ils l'ont laissé exprès pour qu'il reste des martiens quand ils seront repartis sur leur planète. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Non? On garde l'œuf et on attend. Si les parents l'ont laissé là, c'est qu'il va s'ouvrir, et on verra le martien. S'il est tombé, les parents ne pourront pas le couver, et s'il n'est pas ouvert dans quelques jours, on pourra l'ouvrir nous-mêmes et voir. C'est sûr. Mais moi je crois qu'il est tombé et qu'il ne va pas s'ouvrir. Il vaut mieux attendre. Comme ça, on saura vraiment. Sa phrase fut interrompue par une grande ombre qui les recouvrit tout à coup. Ils se retournèrent. C'était le maître d'école qui les regardait d'un air courroucé. Il faut dire qu'absorbés par leurs palabres, ils n'avaient pas entendu la fin de la récréation sonner. Le maître les tança vertement. « Alors, vous êtes sourds? Vous trouvez que vous n'êtes pas assez dissipé en classe? Qu'est-ce que tu as dans la main, Jeannot ?» Jeannot n'avait pas pensé à dissimuler sa trouvaille. Il fut bien obligé de montrer l'œuf au maître d'école. Ce dernier le regarda d'un air dégoûté. « Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et c'est pour ça que vous ratez la classe. Ça n'est pas sérieux. Vous devriez être puni. » Il s'empara de l'objet et le lança dédaigneusement par-dessus le mur de l'école et s'enfuit vers sa classe. Les trois garçons entendirent le bruit mat de la chute de l'autre côté du mur et, mais aucun des trois n'aurait pu le jurer, ils crurent percevoir comme un gémissement. Ils restèrent là, statiques, ébahis quelques secondes. Mais le maître d'école revenait vers eux et leur envoya une bourrade. « Mais on n'a rien fait !» pleurnicha Jeannot. « Allez, rentrez, et estimez-vous heureux que je ne sois pas plus sévère. » Analyse. Les gens disent que je suis fou. Mais ça ne veut rien dire. C'est un mot qu'ils ont inventé pour cacher leur impuissance. Et s'ils m'ont enfermé dans cet asile, c'est pour dissimuler leur ignorance, car ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Moi, je sais. Je sais ce qui se passe au plus profond de l'esprit humain. Je connais les ressources maléfiques de l'intellect. Comment et pourquoi il pousse quelquefois l'être humain dans ses plus profonds retranchements. Ce qu'il y voit et ce qui l'incite à tuer. J'ai bien dit à tuer, car le fondement de l'humanité, c'est le meurtre.
C'est ce qui lui reste toujours en dernier ressort. Et c'est normal. C'est peut-être pour cela qu'ils m'ont enfermé. Ils ont peur de retrouver en moi ce que, obscurément, ils espèrent être et qu'une fausse moralité les empêche de devenir. Moi, j'ai fait fi de ces préjugés. On saura bien reconnaître un jour que j'ai raison. C'est pourquoi d'ailleurs je commence à vous expliquer. Expliquer est un bien grand mot. Il n'y a rien à expliquer ou à démontrer. On ne démontre pas des axiomes. On n'explique pas des faits. On les constate. Et il faut les accepter. Le monde devra tôt ou tard les accepter. C'est d'ailleurs très simple. Je prends un exemple qui vous montrera. À côté de la feuille où j'écris, il y a une mouche. Elle court, de son allure saccadée, sur le bureau. Elle s'arrête et entreprend une sorte de toilette. Ma main gauche, jusque-là inactive et vide, se relève doucement et, tout d'un coup, je la bats sur la mouche. Elle n'a pas le temps de réagir et ma paume l'écrase. Elle n'est plus sur la table qu'un petit amas répugnant. Son corps et sa tête sont réduits en bouillie. Ses pattes remuent encore un peu dans l'air, puis s'arrêtent. Elle est morte. Définitivement. Je l'ai tuée. Comprenez-vous? C'est moi qui l'ai tuée par ma propre volonté, parce que je voulais la tuer. Vous commencez à saisir le mécanisme, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé avec Claire. Je l'ai tuée de la même façon, poussée par le même désir, désir auquel moi je ne résiste pas. À quoi bon? On dit que j'ai fait cela sans motif. Ça ne signifie rien du tout. Bien sûr, elle ne m'avait fait aucun mal. Elle m'aimait bien. Faire l'amour avec elle était agréable. Et alors? Ça ne change rien à la question. Je n'ai pas pensé à tout ça lorsque, la voyant allongée nue sur mon lit, baignée dans un rayon de lune, j'ai décidé de la tuer. J'ai pris alors le couteau dans la cuisine. Je me suis approché, doucement. Je me suis agenouillé près d'elle et l'ai contemplée longuement. Elle était belle, et la lune jouait sur sa peau nacrée en y inscrivant des reflets fantasmagoriques. De ma main libre, je la caressais avec tendresse, avec douceur. Elle se mit à ronronner comme une chatte. Elle était de plus en plus désirable, et mon envie s'accrut encore. Elle ouvrit les yeux et voulut se blottir contre moi. Elle n'eut pas un cri quand elle vit le couteau, seulement une expression de surprise. Je revois encore ses grands yeux bruns, magnifiques, dilatés par la terreur. La lame effilée pénétra facilement dans sa gorge. Le sang gicla et se répandit sur les draps. Elle émit un curieux gargouillement, tandis qu'un flot rouge lui montait à la bouche et suintait de ses lèvres pulpeuses. Elle ne mourut pas tout de suite. Alors je dus encore à 2 reprises plonger le couteau dans son sein ferme et rond. Elle ne cria pas. Elle chercha pendant 1 minute à se débattre contre la mort, s'accrochant au lit, griffant le matelas, déchirant l'oreiller.
Elle se jeta même sur moi, comme pour m'embrasser, et je sentis le liquide chaud couler sur ma poitrine. Je la trouvais très belle à ce moment-là. Elle eut encore quelques spasmes, puis s'écroula, reposée pour toujours. Je la contemplais longtemps, refermais ses yeux et allais prendre une douche. Je me suis ensuite allongé près d'elle et c'est la bonne qui nous a trouvés là, le matin. Les gens qui m'ont pris et emmené avaient l'air de me respecter, prétextant que j'étais fou. Mais je ne suis pas plus fou qu'eux. Vous avez d'ailleurs pu le constater. Je n'ai fait qu'obéir aux lois de la nature, comme quelqu'un qui aurait envie de boire ou de manger. Il n'y a rien là que de très normal. Ils s'en apercevront d'ailleurs assez vite. Mais je vais arrêter là, car c'est l'heure de ma piqûre. Une infirmière va venir me la faire. Qu'espèrent-ils donc avec leur drogue? Me réduire à néant? Ils savent pourtant que je suis plus fort qu'eux, et que c'est moi qui ai raison. Ils n'ont pas voulu me croire. Tant pis pour eux. Tant pis surtout pour l'infirmière. Julia. Half of what I say is meaningless. Le titre de la chanson est Julia. Ça a été écrit par John Lennon en 1968. Incroyable. S'il savait que maintenant... Peut-être que, comme le disent les paroles de la chanson, ça ne veut rien dire. Mais il faut que je chante cette chanson, que je la répète encore et encore. Il me faut lutter contre le bruit informe qui me submerge, même si je sais que c'est sans espoir. Je n'en ai plus pour longtemps. Je n'ai pas les moyens de résister à la police du son. Mes tampons protecteurs sont vrillés sur mes oreilles, mais leurs fréquences mouvantes arrivent à me pénétrer. Les maîtres du bruit, c'est l'appellation qu'ils se donnent. Et ils ont raison, ces brutes. Rien ne leur résiste. Ils ont trouvé le bon moyen. Ils me font sourire, les anciens, avec les histoires qu'ils colportent sur les moyens de répression du temps passé. Bombes rayonnantes, fusils autoguidés, paralyseurs électriques, matraques multifonctions. Ils n'avaient pas prévu ça, nos vénérables ancêtres. Balayer la répression à l'ancienne. Fini les émeutes qu'on disperse à la matraque ou au gaz lacrymogène. Il suffisait d'y penser. Et on a vite mis ça au point. Une bonne dose de bruit. Un rythme infrasonique obsessionnel. Des fréquences variables dans l'aigu. Étudier juste ce qu'il faut pour faire vibrer les bons neurones. Et les gens tombent comme des mouches au bord de la démence. Même s'ils ont des bouchons d'oreilles, car la police du son arrive toujours à trouver les résonances. C'est l'idéologie de la destruction sonore, organisée par le pouvoir et leurs ingénieurs en neurosciences et en acoustique. Silence obligatoire, planifié, réglé, étudié pour entretenir la peur du son chez les gens. Il paraît qu'autrefois, les gens avaient des milliers d'appareils à son, qu'ils étaient habitués, qu'ils les écoutaient régulièrement à plus ou moins forte dose. C'est ce que racontait mon grand-père. Mais ça ne ressemblait pas à l'arme de la police du son. Celle-ci est apparue dans la période de décadence où les cogniticiens et leurs ingénieurs en acoustique calculaient précisément des sons particuliers qui déterminaient des effets spécifiques sur les gens. C'est la période de la fin de la musique. Ça y est, j'ai prononcé le mot maudit. La musique.
C'est ce qu'ils ont réussi à éliminer dans leur grand holocauste culturel. La musique n'existe plus de nos jours. Elle est interdite, remplacée par le son et le bruit. Désormais, seuls comptent les sons désarticulés, les combinaisons plus ou moins aléatoires de fréquences. La référence auditive du monde est devenue le bruit blanc. Le monde baigne dans un océan sonore qui n'a plus de sens, plus d'harmonie. But I say just to reach you, Julia. Aide-moi, Lennon. Ces brutes de la police du son sont en train de rechercher mes fréquences résonantes. Le bruit s'amplifie à travers mes os, ma chair, mon sang. Le studio clandestin où je me suis retranché ne me protégera pas longtemps. Cela fait 10 ans que j'ai découvert le mot musique et sa signification. Et j'ai compris alors ce que le pouvoir en place avait détruit pour asseoir sa dictature. C'est pour cela que je suis entré dans la résistance et que j'ai commencé à constituer le réseau. Avec une dizaine de camarades, on a très vite mis en place les protocoles d'isolement pour éviter sa destruction en cas de capture de l'un d'entre nous. On communiquait via un réseau de serveurs disséminés qui se dupliquaient sans cesse aux 4 coins de la planète, rassemblant tous les travaux de reconstruction de la musique de tous les réseaux de résistance comme le nôtre, mémoire vive, indestructible de notre combat. On avait un objectif précis dans l'œuvre globale de reconstruction. Nous, on s'occupait d'un groupe de 4 personnes qui avaient vécu dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui, semble-t-il, avaient eu une très forte influence. Bizarrement, ils s'étaient donné un nom collectif, The Beatles. Mais ils s'appelaient John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. En 10 ans, on a fait du bon travail. Ça n'a pas été facile, mais on avait la foi. On a reconstitué des appareils enregistreurs. On a été voir des anciens qui nous ont parlé d'une drôle de façon, en cachette bien sûr. Ils appelaient ça « chanter des chansons ». Et ils nous ont même enseigné comment chanter. On avait quelqu'un de très érudit avec nous, un professeur, qui a redécouvert une écriture bizarre qui permettait de noter la manière dont chantaient ces gens. C'est sûrement une découverte primordiale, qui a dû réjouir l'ensemble des réseaux connectés au serveur. Malheureusement, c'est le professeur que la police du son a découvert le premier, il y a 7 ans. Nous, on a fouillé partout, interrogé des centaines de gens. Et ce n'est pas facile avec la terreur qui règne. On a même eu accès à des archives interdites qu'on a retrouvées dans des ruines, œuvres des maîtres du bruit, des choses qu'on appelait disques. Je ne sais pas comment on arrivait à sortir de la musique de ces choses-là, mais quelqu'un d'un réseau trouvera certainement un jour. On a réuni des centaines de documents sur la vie et la musique de ces Beatles. Régulièrement, on a tout mis sur les serveurs. On a même appris à chanter leur musique. Maintenant, je connais par cœur des dizaines de chansons de Lennon et McCartney. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ça me fait ressentir des choses inconnues jusqu'alors. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe en moi quand je chante ou que j'écoute leur musique, et je me demande si c'était comme ça à leur époque. On a voulu les faire mourir une seconde fois, mais nous les avons ressuscités. Pour combien de temps ? Je n'en sais rien. Notre groupe a été décimé petit à petit. Au cours des années, la police du son nous a découverts, un par un. Je suis le dernier, et je n'en ai plus pour longtemps. J'ai détruit tout ce qui pouvait être compromettant dans ce studio où notre équipe reconstituait la musique des Beatles. Morning moon calls me. Adieu, Lennon. Ta chanson m'aura permis de tenir un peu plus longtemps. Les murs du studio se fissurent. Bientôt ce sera mon tour, et ils vont tout détruire ici. Mais je sais que toutes les chansons sont stockées et partagées dans le réseau de serveurs à travers le monde. Notre travail ne mourra pas avec nous. D'autres reprendront
et un jour viendra. Je ne vais pas mourir pour rien. Les vibrations deviennent de plus en plus fortes. I can only tell my heart. Au revoir, Julia. Je vais être insonorisé, comme on dit maintenant. Il paraît que John Lennon a été abattu par un fou devant chez lui à New York. Il a reçu 5 balles dans le corps. Au fond, lui aussi est mort à cause de ses chansons. Vous venez d'entendre les 3 premières nouvelles du recueil Chroniques d'Outre-part de Jean-Louis Hermine aux éditions Atramenta. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies physiques et en ligne comme ces autres livres déjà parus. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me proposer des textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24 où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission, Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.